On va accueillir tout de suite Caroline Gillet, journaliste, productrice sur France Inter, qui arrive, voilà, qui anime, qui produit une émission qui s'appelle Full Continental, qui tend le micro à la jeunesse européenne, à qui on a donné carte blanche, voilà, pour animer une séquence sur le thème des lanceurs d'alerte. Il y a eu une émission de Full Continental tout récemment sur ce sujet. France Inter est partenaire de European Lab, donc on est heureux d'accueillir Caroline Gillet, Maxime Calligaro qui est le partner in crime de Caroline, voilà, sur la mensuelle de Full Continental. Et Caroline, je te laisse présenter la séquence. Merci beaucoup, bonsoir. Je parle trop fort là? Non, ça va. On est ravis d'être là, merci beaucoup. Oui, je vais faire un petit tour de table rapide. Ici, l'idée, c'est qu'on va parler des lanceurs d'alerte. On va parler de ce qui s'est produit ces dernières années, parce que ce statut, ce rôle dans nos sociétés, dans nos démocraties a beaucoup évolué, et notamment grâce à Antoine Deltour qui est là avec nous et qui donc a participé à révéler le scandale des LuxLeaks. Et on va voir comment sa participation et son histoire à lui a pu contribuer à changer nos lois, que ce soit en France ou au niveau européen. Et du coup, ça, je vais le faire avec Maxime Calligaro, qui est ici à ma gauche. Alors effectivement, moi, je fais une émission tous les dimanches qui passe à 13h20 sur France Inter. Et d'habitude, je fais des trucs de terrain, je vais rencontrer des jeunes, etc. Bon, voilà. Et puis, une fois par mois, on s'est dit qu'on allait essayer de comprendre ce qui se passait au sein des institutions européennes, parce que peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, et que moi, j'y comprenais absolument rien. Et Maxime, qui a travaillé notamment au Parlement pendant plusieurs années, et qui finalement s'est enfui pour devenir auteur, a décidé de m'aider avec cette tâche monumentale. Et donc une fois par mois on fait une émission où on essaie de comprendre ce qui se passe voilà, dans ces institutions. Et là, pour l'occasion, tu allais demander ce qui se passait au niveau des lanceurs d'alerte, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment là-bas au Parlement, voilà. Alors Antoine Deltour, je voulais le redire parce qu'il a 33 ans, et ça veut dire que c'était quand il avait 25 ans qu'il est allé travailler chez PricewaterhouseCoopers et dans ce grand cabinet d'audit, et qu'il a révélé des centaines de documents qu'il a copiés sur un disque et qu'il a emporté avec lui, et qui sont donc devenus ces dossiers qui ont été révélés et qui ont permis de changer, de réveiller les consciences et d'éveiller l'attention sur ce qui se passait au Luxembourg par rapport à la fiscalité. Et donc, je voulais te demander comme première question, on va revenir sur ton histoire, mais comme première question, pour toi, c'est quoi le lanceur d'alerte ? Bonsoir à tous. Alors, il y a plusieurs définitions convergentes, et je vais pas faire une analyse comparée, on n'est pas à l'université, mais en gros, pour moi, un lanceur d'alerte, c'est toute personne, physique ou morale, qui révèle une information d'intérêt général. Et c'est vrai que souvent on se pose la question, est-ce que ça peut être aussi une association ? Est-ce que c'est forcément dans une relation de travail ? Moi, je trouve pas nécessairement. N'importe quel citoyen peut être un lanceur d'alerte dès lors qu'il sort une information qui est d'intérêt public. Et c'est vraiment ça la notion. C'est pour distinguer notamment tous les conflits qu'il peut y avoir liés à des ressources humaines. Là, on n'est plus dans l'alerte, mais par contre, dès que l'information est d'intérêt public, là, on est vraiment un lanceur d'alerte de mon point de vue. Et alors Maxime, oui, toi, ce qui était intéressant dans ton enquête, puisque tu es allé te renseigner, et on a essayé de comprendre c'était quoi l'histoire de ce statut, puisque en fait, ça remonte beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Oui, en fait, la notion de lanceur d'alerte, ce qu'on appelle la notion de lanceur d'alerte, ce qu'on appelle les whistleblowers, ça se développe. J'ai parlé à une prof de droit public qui m'a donné un peu un crash course avant de faire mon enquête. Et la notion de whistleblower se développe aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et ça correspond pas du tout avec ce qu'Antoine vient de décrire, puisqu'au fait, ce sont les fraudeurs au fisc. C'est-à-dire que si on découvre une fraude au fisc, le whistleblower est là pour défendre les intérêts de l'État. Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'on connaît maintenant avec, par exemple, Edward Snowden, qui lui vient lancer une alerte visant à mettre en lumière les dérives de l'État. Et donc cette notion prend corps, et elle est très éloignée de ce qu'on voit aujourd'hui, et elle se développe dans le monde anglo-saxon, notamment au Royaume-Uni, qui a une législation très avancée sur les lanceurs d'alerte, et elle vient se diffuser un peu partout sur le continent. Mais la définition qu'Antoine vient de donner n'est pas partout la même en Europe, puisque la législation sur les lanceurs d'alerte est très différente d'un pays à l'autre.
moi j'étais assez étonné quand on a commencé ce dossier de découvrir qu'il y avait seulement 10 pays dans l'Union européenne qui avaient une loi englobante protégeant les lanceurs d'alerte dans leur ensemble, et 16 autres pays qui ne s'occupaient que de petits secteurs. Donc par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être lanceur d'alerte si vous voyez que votre administration détourne des fonds, et 2 pays de l'Union européenne qui ne font pratiquement rien. Et c'est parfois différent d'une région à l'autre, parce que moi qui suis belge, j'ai appris que en Flandre, on était plus protégé qu'en Wallonie. Donc avis à aux Belges dans le public, lancez l'alerte plutôt en Flandre si vous pouvez. Et donc c'est le fait que la législation soit mitée au niveau européen qui a fait que l'Europe s'est saisie de ce dossier, et qu'en ce moment se négocie un texte européen sur la protection des lanceurs d'alerte, mais qui a une longue histoire. Qu'Antoine Deltour va peut-être nous rappeler, parce qu'il a vraiment fait partie de ce mouvement qui a inspiré les députés européens, la Commission et le Conseil. Alors je sais pas dans le public ce que ce mot évoque par ailleurs dans votre imaginaire par rapport peut-être à ce qui a été fait dans les livres ou dans les films, mais c'est vrai que moi quand on me disait lanceur d'alerte, une des premières références c'est peut-être à l'adolescence le film Erin Brockovich qui était sorti, je sais pas si parmi vous si vous l'avez vu, mais moi je me rappelle d'avoir vu cette femme avec un décolleté incroyable qui arrivait à complètement changer, à renverser une boîte. On parlait tout à l'heure des choses qui marchaient sur la tête, et du coup à elle seule elle avait renversé tout un système et dénoncé d'énormes fraudes qui avaient provoqué des cancers. Je me demandais, toi Antoine, quand tu es un jeune dans ce cabinet d'audit et que tout d'un coup tu découvres des documents avec des choses qui te choquent, qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu as en tête des modèles? Est-ce que tu te dis tiens, je repense à Erin Brockovich, ou est-ce que Edward Snowden tu l'avais en tête, ou des choses comme ça? Alors, en l'occurrence, Edward Snowden n'avait pas encore, s'était pas encore fait connaître, et j'avais vu Erin Brockovich, et ça fait partie de la culture populaire, mais au moment de passer à l'acte, on n'a pas conscience vraiment de ce qui est en train de se passer. Et donc c'est vrai qu'il y a, c'est un trait commun à la plupart des lanceurs d'alerte, c'est qu'on se réveille pas un matin en se disant je vais lancer une alerte. En fait non, c'est le fruit d'une maturation, et c'est un processus interne assez long où on se rend compte que en fait on participe à quelque chose auquel on n'adhère pas du tout, et là en l'occurrence je veux dire c'est on remet en cause les fondations de son propre environnement, donc ça vient pas tout de suite quoi, c'est pas aussi immédiat. Est-ce que j'étais venue te voir à Épinal et tu m'avais raconté justement que toi tu venais d'Épinal, tu étais allé jusqu'au Luxembourg, tu avais obtenu ce poste assez mirobolant dans une grosse boîte, et tu t'es retrouvé avec plein d'autres jeunes de ton âge qui devaient faire de l'audit. C'était assez intimidant, c'était la grosse compétition. Et est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel tu as donc copié ces fichiers? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement, j'étais jeune diplômé d'une école de commerce, et j'étais content d'aller travailler au Luxembourg, donc pas trop loin de ma région, et c'était plutôt bien payé. Et après, en fait, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pris conscience que, alors effectivement, la fiscalité fait partie de l'attractivité du Luxembourg, ça je le savais avant d'y aller. Mais par contre, j'ai pris conscience que ça allait beaucoup plus loin que ce que tout le monde pouvait imaginer. Donc, notamment, j'ai manipulé des tax rulings, donc qui sont des décisions fiscales anticipées, des accords fiscaux approuvés par l'administration fiscale luxembourgeoise, et qui permettaient aux multinationales clientes du cabinet pour lequel je travaillais de ne quasiment pas payer d'impôts. En fait, c'était une approbation d'une application des règles fiscales qui sont parfois très complexes, et cette interprétation donc approuvée par l'administration était extrêmement agressive. En gros, elle permettait de transférer de manière tout à fait artificielle des profits colossaux au Luxembourg pour ne quasiment pas les taxer. Et toi, tu dis que le tax ruling c'est quelque chose d'important pour une entreprise. Il faut que ça existe, il faut qu'il y ait une forme quand même il faut que l'entreprise puisse quand même savoir en avance un peu ce qu'elle va payer comme taxe, mais que là, en toute légalité, il y avait effectivement il y a une forme de légitimité effectivement au tax ruling qui apporte une sécurité juridique à l'entreprise. Mais après, au Luxembourg, c'était totalement dévoyé, et chaque multinationale qui venait au Luxembourg pour créer sa structure plus ou moins fictive avait, dans la plupart des cas, son tax ruling, et c'était vraiment une activité importante des cabinets d'avocats et des cabinets d'audit, c'est de vendre ces tax rulings, donc cette approbation de l'administration fiscale, pour mener des activités quasiment peu taxées. Et c'est là toute la particularité. Je
refais le lien avec la question sur la définition du lanceur d'alerte, c'est que là on est dans un cas où ces décisions fiscales sont en fait mises en œuvre par mon employeur, hein, donc mon chef est partie prenante, ou en tout cas mon chef N+1, 2, 3 sont tous là-dedans, ça fait partie de leur métier de générer ces tax rulings, et par ailleurs avec l'approbation de l'administration, c'est-à-dire que j'ai même pas d'autorité vers laquelle me tourner. Je vais pas aller voir l'administration fiscale luxembourgeoise en disant regardez des entreprises échappent à l'impôt grâce à vos accords, mais ils le savent pertinemment, c'est ça leur raison d'être. Et dans des proportions, voilà, des taux effectifs d'imposition proches de 2-3%, et les journalistes qui ont enquêté sur les documents ont même trouvé des cas de taxation quasiment nulle. Et donc là, effectivement, de mon point de vue, un lanceur d'alerte peut être quelqu'un qui révèle des activités qui sont parfaitement légales. Parce qu'avant de les rendre illégales, il faut bien les dénoncer et changer la loi. Et par ailleurs, cette appropriation des documents que j'ai copiés, je l'ai fait aussi en enfreignant la loi. C'est-à-dire que j'ai été inculpé pour vol, violation de secret professionnel, violation de secret des affaires, parce qu'en tant qu'auditeur, j'ai un certain nombre d'obligations professionnelles qui m'empêchent de révéler les informations concernant mes clients. Et c'est là aussi que mon cas est effectivement une des limites de la définition du lanceur d'alerte, c'est que je dénonce des pratiques légales d'une manière illégale. Et est-ce que je mérite d'être protégé pour ça? Et la réponse de la justice luxembourgeoise, après un combat assez long, a été oui. Et à l'époque, il existe au Luxembourg une loi protégeant les lanceurs d'alerte sur le papier. Parce que ce qui est fantastique avec la notion de lanceur d'alerte, c'est qu'on peut aller contre ses obligations contractuelles ou même contre la loi à partir du moment où les informations qu'on révèle sont d'intérêt général. Mais alors, pourquoi est-ce qu'à ton avis, la loi luxembourgeoise protectrice des lanceurs d'alerte ne s'est pas appliquée à ton cas ? Alors, je connais pas suffisamment bien la loi luxembourgeoise, mais en gros, il me semble qu'elle protégeait uniquement la révélation d'infractions au droit. Hein, c'est quand même ça la définition la plus limitée du lanceur d'alerte, c'est celui qui révèle un cas de fraude. Et là, j'étais pas dans ce cas-là. Et par contre, si la justice luxembourgeoise m'a acquitté à la fin, en tout cas pour les faits en rapport avec les LuxLeaks, c'est par application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc qui définit déjà précisément ce qu'est un lanceur d'alerte avec 5 critères que je remplis dans leur ensemble. Et donc cette protection existe déjà. Mais elle a pour vilain défaut d'être une protection de dernier recours. C'est-à-dire que, alors moi, quelque part, j'ai eu la chance que le Luxembourg l'applique de lui-même, ce qui était plutôt inattendu, hein, ça a surpris beaucoup d'observateurs, et ça n'a pas été la chance de mon compère, donc Raphaël Allais, également lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, qui lui a perdu en cassation, et qui seulement maintenant porte son combat devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on voit que c'est un combat extrêmement long. Moi, pour m'être arrêté uniquement à 4 procès au Luxembourg, ça m'a coûté plus de 90 000 € d'avocat. Raphaël Allais, je ne sais pas combien ça va lui coûter, mais il y est encore dedans et peut-être pour plusieurs années. Et donc cette protection, elle existe. Des fois, elle marche, mais c'est insatisfaisant parce que c'est évidemment quel citoyen qui a un minimum de conviction, qui est témoin de pratiques, de dysfonctionnements graves, va se lancer dans ce combat-là. Je veux dire, on se lance pas là-dedans en sachant qu'il y a ça derrière, quoi. Donc, il faut souhaiter une protection plus forte, et c'est là le travail de la Commission, de l'Union européenne dans son ensemble aujourd'hui. Et un point de contexte aussi intéressant, c'est que la personne qui a mis en place ce système de tax ruling au Luxembourg à l'époque, et Jean-Claude Juncker, enfin peut-être pas lui personnellement, mais il était en tout cas Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg, et ça a son importance puisque Jean-Claude Juncker se retrouve après président de la Commission européenne, et ça va avoir une influence sur les suites du dossier. Alors Antoine, tu parles de ce cas de conscience, des risques que tu prenais mais que tu ne connaissais peut-être pas encore tout à fait à l'époque où tu copies ces fichiers. Tu vas nous parler, toi, de ton choix plus précisément à ce moment-là et de ce qui s'est passé ce soir-là. Je voulais juste essayer de vous faire entendre un son, je sais pas si ça marche, c'est le son numéro 1. C'est Cynthia Fleury, qui est une philosophe que vous connaissez peut-être et qui parle justement de ce statut de lanceur d'alerte. C'était dans une émission de Claire Nouvian sur France Inter il y a 2 ans maintenant. L'histoire est fabriquée par les hommes. Alors qu'on a trop tendance à systématiser l'histoire, comme si l'histoire, avec un grand H, se passait indépendamment de nous. Et des parcours individuels. Exactement, que c'était trop fort, trop immense. Et pas du tout. Il y a toujours des hommes derrière, et il y a toujours la possibilité, à un moment donné, de remettre l'histoire dans l'axe honnête et dans l'axe qui précisément va être le plus fécond pour la majorité d'entre nous. Donc les lanceurs d'alerte, c'est bien évidemment
c'est terrible parce que c'est un plongeon, c'est un aller sans retour, de fait. Ça, donc on peut les remercier à tout jamais de faire tout de même ce choix-là de désintéressement par rapport à sa propre vie, parce qu'il y a quelque chose quand même de dangereux, vraiment. Et pas que pour soi, parce que très souvent je pense que pour soi il le ferait sans aucun souci, mais il y a les familles, il y a les enfants, il y a tout ce que vous imposez aux autres. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous parler de ce moment du coup où effectivement tu prends cette décision de copier des fichiers et puis ensuite de les transmettre à un journaliste? Est-ce que tu avais en tête ces risques que tu prenais, et éventuellement ta famille et les risques que tu pouvais leur faire encourir? En gros, moi, la décision de copier les fichiers, donc c'est après avoir posé ma démission et c'est mon dernier jour de travail. Et en fait, je cherchais des documents si jamais j'échouais dans ma reconversion, des documents de formation qui me permettraient de continuer à profiter d'un accès à une base de connaissances que j'avais. J'avais accès à des diaporamas pour, je sais pas, comment auditer une banque, comment auditer une assurance, c'est le genre de choses qui me paraissaient utiles. Et en cherchant ces diaporamas, donc je tombe sur des centaines de tax ruling, donc cette décision fiscale anticipée extrêmement confidentielle, qui sont en accès libre. Et en fait, c'est une erreur très grave en termes de sécurité informatique qui a rendu ces documents en accès libre. Et c'est le fait qu'ils soient là qui me décide à les copier, parce que pour les avoir maniés, c'est un secret immense au Luxembourg et c'était pas normal qu'ils soient là. Donc moi, avec toute la critique que j'en avais jusque-là, pour moi c'était incroyable d'avoir ça, et au moment où je les copie, je sais pas encore ce que je vais en faire. Et après, effectivement, c'est un processus graduel où moi, n'étant pas fiscaliste, je cherche à confirmer l'interprétation que j'avais de ces documents auprès de spécialistes, et ça prend un certain temps, d'autant plus que c'est pas évident de se signaler comme ayant des documents confidentiels très sensibles que je suis pas censé avoir. Je peux pas le crier sur tous les toits. Donc là, il y a une période assez délicate. Et après, donc Édouard Perrin, donc un journaliste qui va intervenir tout à l'heure, faisait une enquête pour Cache Investigation sur l'optimisation fiscale et me contacte parce que voilà, je m'étais exprimé sur un blog de manière anonyme là-dessus. Et là, c'est vrai que je comprends tout à fait que des collègues que j'avais qui avaient peut-être une vision tout à fait critique de ces pratiques fiscales n'aient pas agi parce que on a chacun ses contraintes personnelles. On peut avoir un emprunt immobilier et ne pas pouvoir prendre le risque de perdre son boulot, une famille à charge ou tout simplement être très attaché à son confort. Moi, il se trouve qu'à cette période-là, j'avais pas de famille, je vivais en coloc et j'étais peut-être pas prêt à partir en exil en Russie comme Edward Snowden, mais n'empêche que je pense qu'il faut quand même une certaine liberté dans sa vie personnelle pour faire ça. Oui. On avait rencontré dans le cadre de notre enquête par Skype une certaine Ana Garrido qui est aussi une lanceuse d'alerte qui elle habite du côté de Madrid et qui a été dans l'administration pendant une vingtaine d'années là-bas. Et puis un jour elle est tombée elle aussi sur des malversations. Elle a été témoin de corruption à l'intérieur de son administration locale et elle a décidé elle aussi de dénoncer ces actes. On va écouter le son numéro 2. Moi, j'ai reçu des menaces de mort, une tépie, les serrures de mes portes étaient vandalisées toutes les semaines. C'est ce que j'appelle la nouvelle torture du 21e siècle. C'est comme te tuer vivante. Après, je comprends tout à fait qu'on ait peur. Dans mon cas, j'ai pu aller jusque-là parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Si j'en avais eu, je l'aurais pas fait. J'aurais jeté l'éponge parce que ce n'est pas pareil d'être menacé soi-même que lorsqu'on commence tes proches, ta famille et tes enfants. Et je connais des gens qui ont dénoncé des pratiques et qui un jour reçoivent un appel qui dit « Ta fille, qui s'appelle comme ceci, on sait qu'elle sort du collège à telle heure. » Et après, à toi de voir si tu continues ou pas. Et dans ce cas-là, je comprends tout à fait qu'on abandonne. Alors grâce à elle, grâce à Ana Garrido, un grand réseau de corruption a été mis à jour et finalement 29 personnes ont été arrêtées et ça a participé à faire chuter le gouvernement du Partido Populaire en Espagne. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a plusieurs mois maintenant. Toi Antoine, un jour, suite à ces documents, quand tu as transmis ces documents à Monsieur Perrin, tu te retrouves un jour avec un coup de fil de la part du policier d'Épinal, donc de ta ville natale. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ensuite?
Donc c'est un appel que j'attendais vraiment pas, parce que donc j'ai copié les documents en 2010, le cache investigation est diffusé en 2012, et là on est au printemps 2014, et moi plus le temps passait, et plus je me disais bon bah c'est bon, je serais resté une source anonyme qui a apporté sa pierre, et c'était bien comme ça. Et là donc un policier m'appelle en me demandant à m'entendre sur la première fois il me dit rien, au deuxième appel j'essaie d'en savoir un peu plus et il peut rien me dire, mais il me dit c'est une vieille affaire en rapport avec le Luxembourg. Et là, n'étant pas un délinquant, je me doute qu'il y a un rapport avec Édouard Perrin, je savais pas trop, et en tout cas il veut juste m'entendre. Alors moi, peut-être un peu naïvement, je pose une journée de congé et je me rends l'esprit presque libre à ce rendez-vous juste pour savoir de quoi il en retourne. Et en fait on me place en garde à vue, donc on prélève mon ADN, je me retrouve en cellule sans mes lunettes, sans lesquelles je vois rien, même pas s'il y a de la pisse par terre. Enfin, après je cherche pas à tirer les larmes parce que maintenant c'est malheureusement très très courant d'aller en garde à vue, il suffit pour ça de manifester, mais voilà, mais en tout cas c'est effectivement un moment qui est pas spécialement drôle et auquel on s'attend pas forcément quand on est lanceur d'alerte. Et ça, donc, c'est au printemps 2014. À ce moment-là, il y a les élections européennes. Et un petit peu après, Jean-Claude Juncker donc, devient président de la Commission européenne. Et toi, ton procès s'étale jusqu'en... Ça s'est achevé en 2018. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, en début du mandat au Parlement européen, donc Jean-Claude Juncker devient président de la Commission et on discute d'un texte sur le secret des affaires. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez encore en tête, mais on voulait renforcer, à travers une directive européenne, la possibilité pour les entreprises de protéger leur petit secret, le secret des affaires, ça va. La recette du Nutella, par exemple. Ou la recette du glyphosate. Ou la recette du glyphosate. Et donc, les dossiers que toi, tu avais volés, ça relevait du secret d'affaires. Et on arrive, ça c'est la magie de l'Europe, à un moment où l'opinion publique européenne se saisit d'un cas exceptionnel qui est le tien, qui est celui des LuxLeaks, qui est celui des Panama Papers. Et à ce moment-là, le Parlement européen vote le renforcement du secret des affaires. Et ce qui est terrible, c'est que l'Union européenne, c'est une espèce de grosse machine qui avance. Il faut à peu près 20 mois pour sortir une directive européenne. C'est le temps de gestation des éléphants. Et donc, le calendrier parlementaire est souvent un peu maladroit. Et donc, explose ce scandale en plein vote du secret des affaires. Et quelques députés européens arrivent quand même, alors on a des différentes interprétations sur ce sujet, mais arrivent à insérer dans le texte européen sur le secret des affaires une exemption pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. Et les députés européens votent ce texte contre la promesse que la Commission proposera une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors ça a pris du temps, mais on y est. On est à quelques mois des élections européennes. La Commission, l'année dernière, a proposé un texte visant à protéger les lanceurs d'alerte dans tous les secteurs où l'Union européenne a des compétences, les transports, les services financiers, la fiscalité, la santé, l'alimentation, ce qui n'est pas rien. Le Parlement européen a énormément poussé, et c'est intéressant parce que tous les acteurs, j'ai parlé à des gens de la Commission, des diplomates, des députés européens, et ils ont tous le cas Deltour en tête. Donc tu es devenu un peu l'étalon or des législateurs européens sur cette question-là. Et à chaque fois, tu me disais, les gens se posent cette question. On est en train de mettre en place une législation. Est-ce que si cette législation avait existé à l'époque où Antoine Deltour a pris ses fichiers, est-ce qu'il aurait été protégé? Et donc c'est toujours comme ça qu'on évalue la loi et sa légitimité. Et c'est toujours le cas parce que là, en ce moment, donc hier, il y a eu une réunion de négociation. La Commission européenne a proposé un texte, le Parlement européen l'a toujours voulu et est très progressiste sur ces questions-là, mais les personnes, enfin les forces en présence qui freinent, ce sont surtout les États membres, parmi lesquels l'Irlande, le Luxembourg. Si vous connaissez un peu les régimes fiscaux en Europe, vous verrez une corrélation peut-être entre les situations. Et en ce moment est en train de se négocier le texte sur les lanceurs d'alerte. Il reste quelques semaines
semaines pour que ce texte soit négocié. Après ça, il y a les élections européennes, donc tout le monde s'arrête de travailler, on part en campagne. Après ça, il y a la formation de la nouvelle Commission européenne. Donc, si un texte européen n'est pas négocié dans les semaines qui viennent, ça sera bad news pour l'Europe, bad news pour les lanceurs d'alerte. Mais en ce moment même, ce texte est en discussion. Et alors, tu me disais que ça dépend un petit peu du Brexit aussi. Voilà, alors le Brexit aussi perturbe un peu le calendrier, parce que s'il n'y a pas de deal sur le Brexit avant le 29 mars, date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tous les efforts vont se concentrer sur ce qu'on va faire des Anglais et des Britanniques. Et donc, on va devoir un peu laisser de côté les lanceurs d'alerte. Mais donc voilà. Toi, Antoine, la position des institutions dans ce dossier, comment est-ce que tu vois ce paysage institutionnel ? Je trouve que c'est un sujet. Alors, je suis pas un aussi fin connaisseur des institutions européennes que toi, mais en tout cas, c'est un sujet qui me paraît très intéressant parce que, pour le coup, il est transversal, il concerne tous les thèmes, que vous travaillez dans l'automobile, dans l'environnement ou n'importe où, vous pouvez être lanceur d'alerte. Et c'est un texte qui potentiellement peut redonner du pouvoir à chaque citoyen. Alors aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup de sens quand même. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et là-dessus, on voit que l'Union européenne et force de proposition peuvent améliorer les choses. Donc voilà, l'Union européenne sert à quelque chose si elle aboutit sur le sujet-là. C'est important à rappeler. Et plus précisément, le Parlement européen est l'institution qui a le plus travaillé là-dessus. Enfin, qui a fait énormément qui a voté beaucoup de résolutions, qui a fait des propositions très ambitieuses. Et c'est cette pression du Parlement européen, donc nos représentants, les représentants de 500 millions d'Européens, qui a abouti à une proposition de la Commission européenne et présidée par Jean-Claude Juncker. Et c'est certain que cette commission n'aurait jamais rien proposé sans la pression du Parlement européen et sans la pression des ONG avec. Et sans la répétition des scandales, donc les LuxLeaks, mais aussi Panama Papers, The Paradise Papers, Malta Files, etc. Donc c'est cette pression-là qui a fait bouger la Commission européenne, grâce notamment avec le Parlement européen. Et maintenant, qu'est-ce qui freine ? Et franchement, moi, au moment du compromis sur le secret des affaires, j'étais très très sceptique et j'en voulais beaucoup à ces députés européens de gauche qui avaient voté le secret des affaires, parce que ça me paraissait hyper naïf de croire cette promesse qu'on aurait un jour un texte sur les lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, il y avait aussi, comment elle s'appelle, Nicole Ferroni, qui avait fait une vidéo, ça vous dit quelque chose ou pas, une vidéo qui avait eu 9 millions de vues sur justement ce secret des affaires, et où elle aussi était très sceptique de ce qui allait arriver. Et ce qui était rigolo, c'est que c'est vrai que ce dossier, il a été tout d'un coup, pour Nicole Ferroni, on l'a appelé l'autre jour, et finalement c'était la vidéo qui a été le plus vue pour elle. Et donc comme quoi, parfois on peut se saisir de ces dossiers qui vont au niveau européen, et on a l'impression que c'est très obscur, mais il y a moyen de se réemparer de ces dossiers et de faire bouger le Parlement. Tout à fait. Et donc là, la Commission a proposé son texte, et maintenant les acteurs européens qui sont les plus frileux et qui essayent qui ralentissent la marche vers cette protection européenne des lanceurs d'alerte, c'est les États membres, c'est le Conseil qui actuellement est en train de freiner. Alors maintenant, là, les négociations sont en trilogue, donc entre le Conseil, les États membres, la Commission et le Parlement européen. Mais parmi ces trois acteurs-là, celui qui est le plus progressiste et qui a le mieux défendu les intérêts des lanceurs d'alerte, c'est le Parlement européen, pour lequel on va voter dans quelques mois. Et une dernière chose avant de donner les micros, de les faire passer pour des questions. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la maison des lanceurs d'alerte, puisque si parmi vous il y a des lanceurs d'alerte, peut-être que tu auras un petit manuel, des conseils à donner pour ceux qui ont constaté des problèmes dans leurs entreprises ou ailleurs, dans leurs administrations. Alors la maison des lanceurs d'alerte, donc c'est une structure toute récente qui est pas encore officiellement en fonctionnement, mais qui existe déjà et qui est en train de se mettre en ordre de marche, et qui a été fondée par une quinzaine d'ONG. Alors je vais pas les citer parce que je vais en oublier et ce serait un peu long, et qui a pour but de protéger les lanceurs d'alerte. Alors pourquoi ? Parce que le constat est fait qu'actuellement être lanceur d'alerte c'est galère. Et alors moi je suis au conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte, parce qu'en fait ma motivation profonde, c'est qu'en fait je m'en suis sorti de cette alerte parce que j'étais très largement soutenu. En fait
un noyau de proches qui s'est beaucoup mobilisé, qui m'a beaucoup soutenu et qui a su créer un réseau de personnalités, d'organisations et avec une pétition de 200 000 signataires qui a vraiment pesé dans les débats au tribunal et qui aussi a apporté un soutien tout à fait concret puisque c'est ce qui a permis de financer ma défense. Et là-dessus, c'est une chance parce que en fait mon affaire était visible parce qu'au départ elle a été révélée par des journalistes. Il faut savoir qu'il y a des milliers de lanceurs d'alerte en France qui n'ont pas cette visibilité et qui galèrent vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit soutenu parce que en l'absence d'une protection légale suffisante, si on n'a pas un réseau de solidarité qui se crée autour de nous, on est vraiment en difficulté. Et c'est pour ça que c'est vraiment la fonction de cette maison des lanceurs d'alerte, c'est d'apporter un soutien concret, alors un soutien juridique, psychologique, technique, maîtriser les technologies d'information pour pas se mettre en danger, un soutien financier. Donc il y a un fonds de dotation pour lequel vous pouvez déjà abonder. Vous pouvez donner au fonds de dotation de la maison des lanceurs d'alerte pour aider à soutenir les futurs lanceurs d'alerte en France. Alors on va faire passer des micros dans la salle pour ceux qui auraient des questions pour Antoine. J'espère qu'il y a quelqu'un, peut-être un scénariste ou un producteur qui réfléchit à l'idée de faire un film de ton histoire et que les adolescents comme moi qui avaient vu Erin Brockovich vont un jour te voir dans un grand film. Je sais pas si tu as une idée d'un comédien qui pourrait jouer ton rôle. Romain Duris. Je pense à Brad Pitt, mais c'est peut-être... il commence à être vieux malheureusement. Ah merde. Mais pourquoi pas. Est-ce que il y a des questions dans la salle? Ah, une question. Ah, il y a un monsieur avec une casquette qui distribue là. Non, c'est pas vrai. Alors, il essaie de circuler rapidement avec un verre de vin rouge en main, ce qui est quand même hyper dangereux. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, j'avais une question, mais arrêtez-moi si je me trompe. Je crois qu'en France, il y a une disposition qui prévoit qu'on doit d'abord dénoncer en interne les lanceurs d'alerte. Et donc, ma question, c'est je connais pas du tout le droit luxembourgeois, pardon. Et est-ce que vous avez d'abord dû en parler à vos supérieurs hiérarchiques? Et comment ça se passe du coup quand ce que vous faisiez était légal? Et est-ce que vous pensez pas que du coup ça pourrait entraîner un peu plus de corruption? Enfin, la question n'est pas pour moi, mais juste un point de contexte, parce que c'est exactement ce qui est en train de se décider, ce qui est en train d'être discuté entre le Parlement européen et les diplomates des États membres. C'est qu'en France, la loi Sapin 2 prévoit qu'il y a une espèce de hiérarchie des canaux de l'alerte. Vous voyez quelque chose, une magouille dans votre entreprise, vous devez d'abord passer par l'entreprise. En deuxième recours, vous pouvez aller voir les autorités. Et en troisième recours, vous pouvez aller voir la presse. Et la Commission européenne a proposé exactement le même modèle que la loi française. Les parlementaires européens, qui sont souvent plus progressistes sur ces dossiers que les États membres, ne veulent pas qu'il y ait de hiérarchie entre les canaux de l'alerte. La réponse des États membres, c'est comment est-ce que vous voulez convaincre les entreprises de mettre en place des canaux d'alerte? Donc ça, c'est les syndicats des entreprises qui ont beaucoup poussé pour que... En fait, la loi européenne prévoit qu'au-delà de 50 salariés, on ait l'obligation de mettre un canal d'alerte. Et donc ça, c'est exactement ce qui est en train de se discuter. Donc, maintenant je te passe le micro, mais est-ce que toi, tu penses que cette hiérarchie a du sens? Et est-ce que, dans ton cas, elle aurait fonctionné? Moi, je pense que la protection la plus efficace des lanceurs d'alerte donne le plus de liberté aux lanceurs d'alerte et introduit suffisamment de souplesse pour que le lanceur d'alerte évalue lui-même qui est l'interlocuteur pertinent. Et bon, alors dans mon cas, donc j'ai été protégé ni par la loi Sapin 2 parce que c'était au Luxembourg, ni par la directive parce qu'elle n'existe pas encore, mais c'est donc la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui m'a protégé et dont l'un des critères est d'évaluer s'il n'y a pas un canal alternatif qui aurait porté moins de préjudice. Donc en gros, le tribunal au Luxembourg a évalué si j'aurais pas pu alerter mon supérieur hiérarchique, mais qui était, le cabinet d'audit était partie prenante aux accords fiscaux, ou les autorités, mais pareil, le Luxembourg était partie prenante. Donc là-dessus, le tribunal a très vite tranché la question. On n'a même pas trop eu besoin d'argumenter, et ça a été admis qu'il n'y avait pas dans le cas précis là, il n'y avait pas d'autre alternative, il n'y avait pas d'alternative à alerter directement les médias. Et ça, moi, ça me paraît vraiment essentiel de préserver cette liberté, alors qui existe dans la loi Sapin 2 dans les cas de dommages irréversibles ou de préjudices graves et imminents.
Alors je me trompe peut-être sur la formulation exacte, mais l'idée est là. Et alors c'est bien de prévoir cette exception, mais n'empêche que ce sera au lanceur d'alerte devant un tribunal d'en faire la preuve, de se justifier. Est-ce que il y avait vraiment un dommage irréversible, un risque et ça c'est hyper subjectif, quoi. Et en plus, je veux dire. Le simple fait d'être poursuivi est en soi une peine, c'est pas satisfaisant. Je veux dire, il faut pas, et là-dessus, enfin, ça me paraît vraiment important de le dire, quoi. Il s'agit pas seulement d'avoir une immunité, mais c'est de ne pas être poursuivi. C'est ça qu'il faut souhaiter pour les lanceurs d'alerte. Et alors, la Commission européenne et le Parlement sont assez alignés sur ces questions de protection d'un lanceur d'alerte, mais sur la hiérarchie des canaux. La Commission est très loi Sapin 2. Et alors j'ai demandé à une conseillère de la commissaire européenne en charge du dossier, Vera Jourova, qui est une Tchèque, et elle m'a raconté une anecdote qui moi m'a beaucoup touché. C'est que avant d'entrer en politique, elle s'occupait de gérer des fonds européens, et un concurrent l'avait dénoncée par voie de presse en disant qu'elle avait été corrompue, et elle s'était retrouvée pendant plusieurs mois en détention provisoire. Ça avait ruiné sa famille, et elle est arc-boutée sur le fait que la presse peut être aussi très toxique. Et j'avais trouvé, parce que derrière les décisions qu'on prend à Bruxelles, ici et là, il y a aussi des hommes et des femmes, et encore une fois, c'est peut-être du spin politique, mais elle m'avait raconté cette histoire, et j'avais tout d'un coup un peu compris pourquoi la Commission, qui est très alignée sur le Parlement européen, sur à peu près tout, c'était un peu des partis du Parlement européen sur cette question-là. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors que le concept de lanceur d'alerte, c'est si national à l'origine, c'est-à-dire c'est normalement circonscrit dans un gouvernement, dans une entreprise, dans l'intérêt d'un pays. Comment faire pour les cas où l'intérêt public va au-delà de l'Union européenne, au-delà des États-Unis, au-delà d'un pays. Puis juste pour profiter de l'occasion, merci de votre courage. Alors, j'ai pas de réponse miracle, là, on n'a pas réponse à tout, mais une des pistes, c'est la société civile. Qui est-ce qui est venu au secours d'Edward Snowden quand il était en transit à Moscou? C'est WikiLeaks. Et voilà. Donc, et là, une des réponses, c'est alors. Il y a plusieurs ONG qui essayent de faire ça. Il y a la Courage Foundation, et je souhaite citer aussi la fondation The Signals Network, donc qui a ce fonctionnement vraiment de se placer au-dessus des intérêts nationaux, parce que c'est une fondation internationale, et qui a la particularité de travailler en partenariat avec des médias. Donc il y a un réseau de médias partenaires qui identifient des sujets d'un haut intérêt général. Donc et ces médias lancent un appel à information. Et donc le premier appel qui a été lancé, c'est sur la protection des données personnelles. Et en fait, c'est parce que ça fait le constat que tous les scandales récents qui ont vraiment fait avancer le débat dans le débat démocratique, c'est venu de lanceurs d'alerte. C'est Edward Snowden, c'est WikiLeaks, c'est voilà tous les lanceurs d'alerte. Et donc là, en lançant ces appels à information sur des sujets identifiés par des journalistes, l'objectif c'est de prendre l'initiative. C'est pas de subir l'arrivée de sources qui se présentent ou pas. C'est les journalistes disent voilà, ce sujet nous intéresse, et si vous avez des informations là-dessus, venez nous voir. Et là, c'est là qu'entre en scène la fondation The Signals Network, c'est qu'elle apporte un service clé en main pour protéger le lanceur d'alerte, avec un programme en plusieurs points qui se rapproche d'ailleurs de celui de la maison des lanceurs d'alerte, du soutien juridique, psychologique, financier, etc. Et y compris jusqu'à la retraite physique, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui est en danger, on peut l'héberger, la mettre en sécurité. Et ça, je trouve, c'est une excellente réponse. Et l'un des premiers cas qu'on soutient actuellement, c'est celui de Rui Pinto, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la source des Football Leaks. Donc scandale très important sur le monde du football, et à quel point il est imprégné par l'argent, la finance, etc. Et actuellement, voilà, il risque de se faire broyer par ces gros, c'est puissant. Et donc actuellement, il est en Hongrie. Il a été interpellé, on l'a laissé repartir chez lui, mais avec une obligation de résidence. Et c'est le Portugal qui réclame son extradition. Et voilà, on essaye de le défendre juridiquement en ce moment, et il a besoin de ça parce que
très clairement, il est en difficulté. Et alors que ces révélations étaient d'un intérêt public, mais manifeste, quoi. Ça a fait la une de plein de médias pendant plusieurs jours, quoi. C'est quand même des grosses infos et qui ont abouti même à des condamnations. Et on en est là. C'est une personne, il a 30 ans et il est en difficulté. Et s'il n'y avait pas d'ONG pour lui venir en aide, il serait complètement isolé et très vulnérable. Merci beaucoup, merci Antoine Deltour. On va malheureusement devoir s'arrêter là. Je rappelle que du coup, si vous voulez soutenir la maison des lanceurs d'alerte, il faut aller sur leur site. Et puis il faut aussi du coup espérer que la législation aboutisse effectivement au niveau européen, parce que je pense que pour des cas comme ça peut nous aider. Merci à tous pour votre attention. Et puis je sais pas ce qui arrive ensuite, mais ça arrive. Je redonne la parole à Anne-Caroline. Merci beaucoup à tous. Merci Antoine. Merci Maxime Caligaro.